Si tu ne rentres pas à la maison pour la fête de fiançailles de ton frère, ne m'appelle plus jamais maman. Ce furent les derniers mots que ma mère a prononcés avant de raccrocher. J'avais l'habitude d'être l'enfant invisible, celui qu'on mettait de côté parce que je n'étais pas la fierté de la famille comme mon frère. Ils pensent toujours que je suis le même frère raté, mais ils ont tort. Je reviens cette fois, non pas pour célébrer, mais pour voir s'ils ont changé après plus de 10 ans d'absence. Suivez mon histoire, et n'hésitez pas à partager vos pensées ou vos conseils. Si quelqu'un me demandait des nouvelles de ma famille, je sourirais probablement et dirais, nous étions une famille. Maintenant, nous avons tous pris des chemins différents. C'est tout. Bonjour à tous, je suis Lucas. J'ai 28 ans, je suis ingénieur logiciel et cofondateur d'une petite entreprise de fintech basée à Seattle. La vie a été assez stable pour moi ces derniers temps, un appartement modeste, un travail qui me tient sur le qui-vive et des soirées tranquilles. J'ai appris à apprécier le calme véritable. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches et je ne suis pas resté en contact avec ma famille. Cela fait 10 ans que j'ai quitté l'endroit que j'appelais autrefois ma maison. Pendant tout ce temps, aucun d'eux ne m'a contacté ou pas une seule fois. Cela a changé il y a 6 mois lorsque ma mère m'a soudainement appelé. Sa voix était urgente lorsqu'elle m'a parlé de la fête de fiançailles de mon frère et m'a dit que je devais y assister. Une seule phrase, mais j'ai su alors que ce ne serait pas un rassemblement familial typique. Et j'avais raison. C'était un vendredi après-midi. Je venais de terminer une réunion virtuelle avec un partenaire à Singapour, et avant même que je puisse me lever de ma chaise, le téléphone sur mon bureau a commencé à sonner à un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils, prêt à laisser le message aller à la messagerie vocale, mais je l'ai décroché pour une raison quelconque. La voix au bout du fil m'a fait geler une seconde. C'était ma mère. « C'est moi », a-t-elle dit rapidement, comme si elle avait peur que je raccroche avant qu'elle n'arrive au but. J'ai dû utiliser un nouveau numéro, tu as probablement bloqué mon ancien. Je n'ai rien dit. Elle avait raison, je l'avais bloqué. Après quelques tentatives superficielles de bavardage, comment vas-tu? Seattle doit être assez froid en cette période de l'année, elle a sauté directement à la vraie raison de son appel, ton frère se fiance. C'est dans 2 semaines. Toute la famille prévoit une grande fête, tout le monde vient. Tu dois être là. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, essayant de garder ma voix calme. Je suis débordé. Nous sommes dans la dernière ligne droite d'un grand projet au travail, il sera difficile de trouver du temps. Le silence au bout du fil était lourd. Puis elle a reparlé, son ton plus vif cette fois, froid et définitif, si tu ne rentres pas à la maison pour la fête de fiançailles de ton frère, ne m'appelle plus jamais maman. Et comme ça, elle a raccroché, ne me laissant aucune chance de dire un autre mot. J'ai serré mon téléphone fermement. Après 10 ans de silence, elle a choisi de me dire ça, une exigence, un avertissement. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas seulement une invitation, c'était un ultimatum, rentre à la maison ou sois effacé de ce qui était autrefois ma famille. Juste après cet appel de ma mère, j'ai raccroché, je me suis levé et je suis sorti du bureau. Le ciel de Seattle cet après-midi-là était couvert, gris et lourd, tout comme mon humeur accablée et plein de doutes. Je suis retourné au seul endroit que j'appelais ma maison, non pas la maison où j'ai grandi, mais celle que j'ai construite de mes propres mains. J'ai acheté cet endroit il y a 4 ans avec le premier argent que j'ai gagné en codant, aucune aide, aucun encouragement, personne ne me soutenant, juste moi. Je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé la bouilloire et j'ai préparé une tasse de café noir fort. Je devais être clair, très clair, parce qu'au fond, je savais que j'allais entrer dans un jeu mis en mouvement par ma famille il y a longtemps. 10 ans, ça semble long, mais le passé se déroule encore dans mon esprit comme si c'était hier. Je me souviens exactement de ce que c'était que d'être laissé pour compte, d'être une ombre dans ma maison. Quand j'étais petit, je croyais que mes parents me verraient enfin un jour si je faisais assez d'efforts. Mais plus je vieillissais, plus cela devenait clair, douloureusement clair, que dans ma famille, je n'étais qu'une ombre. Brandon, mon frère aîné, lui, était la lumière. Il a 2 ans de plus que moi, et d'une certaine manière, tout ce qu'il faisait était considéré comme incroyable. Il griffonnait quelques lignes sur un morceau de papier, maman le plastifiait et l'accrochait au mur comme un chef-d'œuvre. J'ai remporté la 2e place à un concours de mathématiques de district, elle m'a simplement adressé un demi-sourire et a dit, c'est bien, mais ne le dis pas à ton frère. D'accord, il pourrait se sentir mal. Je me souviens encore de mes 11 ans. J'ai remporté la 2e place à un concours d'écriture. Je suis rentré à la maison, fier et excité,
pour découvrir que toute la famille organisait un barbecue dans la cour. Brandon avait fait l'équipe pour un match de football informel. Personne ne m'a demandé comment s'était passée l'école ce jour-là. Et pour mon 13e anniversaire, je voulais juste un vélo pour ne plus avoir à marcher jusqu'à l'école où je marchais depuis 3 ans tous les matins. Mais Brandon a perdu sa batte de baseball, alors mon père a utilisé toutes les économies pour lui en acheter une nouvelle. Moi, j'ai eu un joli sac à dos sauf qu'il était fait pour un élève de CM2. Tout ce que j'avais était ce qui restait après que Brandon ait eu sa part. C'est à ce moment-là que j'ai appris, si tu veux la paix dans cette maison, tu ferais mieux d'apprendre à t'effacer. À 18 ans, j'ai reçu une bourse complète au MIT, l'école dont je rêvais depuis le collège. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert cette lettre d'acceptation, mes mains tremblaient d'émotion. J'ai apporté la lettre à la maison, le cœur plein d'espoir, en espérant que cette fois, il serait fier de moi comme il l'avait toujours été de lui. Mais après l'avoir lu, ma mère a simplement fait une pause et a dit doucement, le MIT est si loin, mon chéri. Si tu y vas, ton frère va être triste. Je me suis figé. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont appelé dans le salon. Mon père avait l'air sérieux lorsqu'il a parlé, Brandon n'est pas entré dans son école de rêve. Il est déprimé. Ne va pas trop loin, d'accord? Choisis juste une école à proximité pour que vous puissiez rester proches. J'ai mordu ma lèvre et je me suis forcé à demander, mais j'ai obtenu une bourse complète, c'est le MIT. Je travaille là-dessus depuis des années. Ma mère m'a posé une main sur l'épaule, sa voix douce, presque apaisante, tu es intelligent, nous le savons. Mais ne laisse pas ton frère se sentir laissé pour compte. Il est sensible. Si tu pars, il se sentira comme un raté. Cela déséquilibrera la famille. J'ai hoché la tête à l'extérieur, mais à l'intérieur, je savais que je n'allais pas accepter ça. J'ai tranquillement poursuivi les démarches administratives. J'ai fait mes valises et j'ai fabriqué une lettre d'acceptation d'un collège local pour les tenir à l'écart de ma trace. Le jour où ils pensaient que j'allais m'inscrire dans la rue, j'ai plutôt pris un vol pour Boston, ne transportant qu'une seule chose avec moi, la détermination que s'ils étaient prêts à enterrer mon rêve pour protéger la fierté de Brandon, alors je devrais réécrire ma vie à mes conditions. Je suis arrivé au MIT par un frais matin d'automne. Le dortoir était vieux, mais chaleureux, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je l'ai appelé mon premier goût de liberté au durement gagné, mais qui en valait la peine. Mais un jour plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai décroché, et avant même que je puisse dire un mot, sa voix a jailli, tranchante comme une lame, tremblante de fureur, alors tu te crois spécial maintenant, Lucas? Tu t'enfuis au MIT sans dire un mot? Tu as fait ça pour humilier ton frère, n'est-ce pas? Sais-tu à quel point il est contrarié? Je suis resté silencieux, essayant de rester calme, mais elle n'avait pas fini, cette famille n'a pas besoin d'un enfant égoïste comme toi. N'attends pas un seul centime de moi ou pas un seul centime, tu m'entends? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé mon téléphone, ma poitrine lourde comme de la pierre. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mes contacts et j'ai bloqué tous les numéros de ma famille, ma mère, mon père, Brandon. Pas de rage, pas de larmes, juste la décision calme et ferme de rompre les liens avec des gens qui ne m'avaient jamais vu que comme une ombre, destinée à faire briller mon frère plus fort. Mes 4 années au MIT ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus formatrices. Il n'y avait aucun soutien financier, aucune sécurité, ni personne sur qui m'appuyer sauf moi-même. Le jour, je m'enfouissais dans les cours, les laboratoires et les séries de problèmes qui faisaient abandonner les autres à mi-chemin. La nuit, je travaillais à la bibliothèque, parfois en servant des tables dans un restaurant universitaire. Il y a eu des mois où j'ai survécu avec seulement $150 pour la nourriture. J'ai appris à étirer chaque dollar, à faire durer une tasse de café sur 2 séances, mais je ne me suis jamais plaint parce que je savais que la vraie liberté n'est jamais gratuite. J'ai réussi tous les examens avec des larmes et de la caféine, avec la douleur silencieuse de la solitude qui s'installait pendant les longues nuits enneigées lorsque mon colocataire rentrait chez lui pour les vacances. Je suis resté, tapant des copies finales au son du vent qui hurlait dehors. Et puis le jour est finalement arrivé, le jour où je me suis tenu sur l'estrade de remise des diplômes, tenant mon diplôme avec mention. Mon nom a été annoncé dans la grande salle du MIT. Personne de ma famille n'était là, pas d'appel téléphonique, pas de câlin, rien. La plupart de mes camarades de classe avaient quelqu'un pour les encourager, je me tenais seul dans ma toque et ma robe au milieu de cette vaste cour du campus, mais je ne me sentais pas seul. J'ai gardé la tête haute,
serrant ce diplôme comme s'il portait toute la substance de ces années difficiles. J'étais fier de moi, mais je savais aussi que la fierté n'est pas une raison d'arrêter d'avancer. Je n'étais pas allé si loin pour prouver que je pouvais réussir pour ma famille, je l'ai fait pour prouver que je mérite une vie qui est la mienne, une vie que je peux choisir. Et maintenant, 10 ans après avoir quitté cette maison, tout a changé du moins pour moi. Aujourd'hui, je suis PDG et cofondateur d'une entreprise technologique spécialisée dans l'IA pour le secteur financier, évaluée à plus de 50 millions de dollars. Mon revenu annuel est à 7 chiffres. La vie est stable et tranquille. Je vis dans une maison chaleureuse et confortable à Seattle aux pas extravagantes, mais chaque centimètre a été construit de mes propres mains. Je n'ai jamais partagé tous mes succès sur mes pages récompenses, certifications et articles dans des publications financières car au fond, je sais que, quoi que je réalise, à leurs yeux, Brandon sera toujours le seul dont il vaut la peine d'être fier. Mais cette fois, après l'appel de ma mère, j'ai décidé de revenir non pas pour les changer, non pas pour réclamer un amour qui est depuis longtemps tari. Je reviens pour jouer le rôle du frère invisible une dernière fois, et lorsque le moment sera venu, je les laisserai voir par eux-mêmes. Ils ont passé 10 ans à tourner le dos à un fils qu'ils n'ont jamais vraiment connu. 2 semaines plus tard, j'ai atterri à JFK après un vol d'1 heure seulement. New York m'a accueilli avec un ciel gris et le froid vif du début de l'automne. J'ai sorti ma valise et j'ai pris un taxi pour la vieille maison que j'ai quittée il y a 10 ans sans regarder en arrière. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le portail, personne n'est sorti pour m'accueillir, pas de SMS, pas d'appel demandant « Es-tu déjà là ?» La maison avait le même aspect, mais elle ne ressemblait plus à un chez-soi. J'ai monté les marches et j'ai sonné à la porte. Ma mère a ouvert la porte, ses yeux se sont arrêtés une fraction de seconde lorsqu'elle m'a vu, puis se sont rapidement installés dans une expression calme et indéchiffrable. Pas de « bienvenue à la maison », pas de câlin, juste un ordre, vif et froid, « alors tu es enfin arrivé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Entre et aide. » Avant même que je puisse assimiler ces paroles, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était mon père. Pas de « content de te voir », ni de « ça fait longtemps ». Il m'a tendu un papier couvert d'une écriture bâclée et a dit, sur son ton habituel de commandement, « Voici la liste des tâches à terminer avant la fête. Le temps est compté. » J'ai pris le papier et j'ai hoché la tête, aucune plainte. J'étais prêt pour ça. Juste à ce moment-là, Brandon est descendu les escaliers, chemise repassée, cheveux lissés avec du gel, les yeux me scannant comme si j'étais un étranger. Sa voix, calme mais mordante, « Espérons que tu ne vas pas tout gâcher cette fois. » J'ai esquissé un léger sourire et j'ai répondu par un simple signe de tête. Cet après-midi-là, quelques proches sont arrivés pour aider à la décoration. Certains m'ont fait des signes de tête polis, d'autres m'ont regardé et m'ont demandé par hasard, « Salut, Lucas, n'est-ce pas? Tu as l'air différent. » Puis, aussi vite, la conversation a changé, des voix enthousiastes s'éclairaient en parlant de Brandon. Brandon se débrouille très bien maintenant, a lancé une autre responsable de cette agence immobilière, qui gagne près de 120 000 $ par an, une tante que je connaissais à peine. Et sa fiancée, une investisseuse brillante et indépendante, aussi vive d'esprit qu'un rasoir. Lucas, tu devrais essayer d'apprendre quelque chose de ton frère. J'ai simplement souri. Personne ne m'a demandé ce que j'avais fait, et honnêtement, personne ne voulait le savoir. J'ai pris un bouquet pour la décoration et je suis retourné tranquillement à l'intérieur. Toute la famille s'est réunie pour un dîner chaleureux avant la fête de fiançailles ce soir-là. La table était magnifiquement dressée, le doux éclairage jaune projetait une lueur chaleureuse sur la pièce, la rendant plus accueillante qu'elle ne l'était. Elisa, la fiancée de Brandon, est arrivée à l'heure. Elle portait une robe modeste mais élégante, trouvant cet équilibre parfait entre classe et confiance. Elle était belle, sûre d'elle, avec un demi-sourire qui passait d'une personne à l'autre comme une danse apprise. Brandon s'est levé, rayonnant, et a tiré sa chaise comme s'il présentait un bijou de prix. « Lucas, voici Elisa, ma future épouse », a-t-il dit fièrement. C'est une investisseuse indépendante spécialisée dans le conseil financier personnel et commercial. Elisa a incliné la tête poliment dans ma direction, ses yeux me scrutant avec une curiosité subtile avant de parler, « C'est bien que nous nous rencontrions enfin. » Brandon m'a beaucoup parlé de son petit frère. J'ai esquissé un léger sourire et un bref signe de tête. Vraiment? Ai-je pensé. Drôle, je n'ai rien entendu dire sur toi. L'air s'est tendu pendant une seconde, mais seulement une seconde avant que le dîner ne reprenne comme si de rien n'était. À mi-repas,
Elisa a commencé à parler de son travail, sa voix légère et légère. Le marché a été imprévisible ces derniers temps, a-t-elle dit avec désinvolture, mais il y a toujours des bénéfices solides avec la bonne approche des flux de trésorerie. Je gère un fonds privé aux surinvitations seulement pour ceux qui ont une vision à long terme. Elle a continué à parler des stratégies d'optimisation des bénéfices, des réseaux internes et de l'acquisition exclusive de capitaux. Plus elle parlait, plus tout cela me semblait familier ou trop familier. Le langage qu'elle utilisait n'était pas celui d'un investisseur chevronné, c'était le genre de langage utilisé pour paraître intelligent, un jargon décoratif destiné à masquer le manque de substance réelle. J'ai jeté un coup d'œil à Brandon, il était assis là, les yeux grands ouverts, accroché à chaque mot comme s'il écoutait un génie financier dévoiler les secrets de l'univers. Dès que Elisa est entrée et a commencé à se présenter, quelque chose n'a pas semblé juste. Pas le nom au nom, ça ne m'a pas marqué mais son visage, ce sourire, sa façon de parler au gracieux, poli, mais soigneusement mesuré, chaque mot semblait répété, comme si elle l'avait répété devant un miroir. Elle parlait comme si elle avait le marché entre ses doigts, comme si des millions pouvaient être levés en un seul coup de fil. Et pourtant, quelque chose dans tout cela a sonné une cloche trop familier pour être ignoré. Puis ça m'a frappé. Il y a environ un an, mon ami proche Nathan, qui est fondateur d'une start-up fintech, s'est fait arnaquer par une soi-disant conseillère en investissement qu'ils avaient rencontrée lors d'une conférence. Elle s'est fait passer pour une conseillère financière, a proposé une co-entreprise et a disparu après avoir empoché un investissement pilote de 50 000 $. Lorsque Nathan m'en a parlé, je me souviens vaguement qu'il avait dit que son nom ressemblait à Ella ou Hélène, mais il m'avait envoyé une photo, et ce visage quel que soit le nom ou la coiffure était gravé dans ma mémoire. J'ai gardé mon expression neutre, faisant semblant d'être juste un autre invité poli. J'ai attendu qu'elle termine son argumentaire brillant sur les fonds privés et les opportunités d'investissement exclusives, puis j'ai souri avec désinvolture. Utilises-tu LinkedIn ou Twitter? Je suis aussi dans la finance, peut-être avons-nous des connexions communes. J'ai sorti mon téléphone, tapant pendant qu'elle me donnait son identifiant. J'ai rapidement parcouru son profil, pris une capture d'écran de sa photo de profil et l'ai envoyée directement à Nathan avec une seule question, est-ce elle? Moins d'une minute plus tard, une réponse s'est allumée sur mon écran, 100%. C'est celle qui m'a arnaqué. Ma prise s'est resserrée autour du téléphone. Le dîner a continué au joyeux, inconscient mais en moi, quelque chose avait changé, la bataille avait commencé. Après la performance impeccable d'Elisa, pleine de mots à la mode élégant sur le marché, les fonds privés et les opportunités exclusives pour ceux qui ont une vision, la table de dîner s'est illuminée. Les proches ont hoché la tête avec approbation, clairement impressionnés. Un oncle du côté de ma mère a même lancé, cette fille est vive, elle sait de quoi elle parle. Brandon avait choisi une gagnante, puis ma mère, voulant peut-être ajouter plus de carburant à sa fierté, a pris la parole, sa voix empreinte d'une pointe de vantardise, Elisa est incroyablement digne de confiance. Toute la famille croit en elle. Nous avons même hypothéqué la maison et obtenu 400 000 $ pour investir dans son projet. Un petit soupir a parcouru la table, mais elle n'avait pas fini, Brandon a aussi investi toutes ses économies près de 200 000 $. Mais ce n'est pas grave, nous allons les récupérer dans 6 mois ou le double, même. Tous les regards se sont tournés vers Elisa. Elle a souri avec assurance, croisant les mains comme si elle délivrait une vérité sacrée, c'est exact. 6 mois, c'est le délai de retour minimum de 2 cents pour cent. J'ai exécuté ce modèle plusieurs fois, j'ai une équipe de contrôle des risques en place. Tout le monde peut se détendre. C'est à ce moment-là que j'ai senti la chaleur monter sur mon visage. 400 000 $ d'hypothèque sur la maison, 200 000 $ d'économie de toute une vie, tout remis à quelqu'un dont je savais sans aucun doute qu'il était un escroc. Je ne pouvais pas rester là à les laisser tomber dans le gouffre. J'ai doucement posé mon verre, croisé son regard et prononcé son nom, le nom qu'elle utilisait autrefois pour escroquer mon amie, Hélène Carter. La table s'est figée. Elisa s'est tournée vers moi, les yeux légèrement grands ouverts. Pendant un instant seulement, un éclair de panique a traversé son regard avant qu'elle ne puisse le cacher. Je l'ai répété, plus fort, plus explicite, inébranlable, tu as utilisé ce nom, et tu as disparu avec 50 000 $ d'une start-up fintech à Boston. Ai-je tort? Le silence est tombé comme un rideau. L'admiration dans les yeux de chacun a disparu, remplacée par la confusion, la suspicion. Personne ne mangeait plus, et les mains d'Elisa, autrefois si fermes, sont lentement tombées sur ses genoux. Elisa se figea un instant lorsque je prononçai son ancien nom. Mais une seule respiration plus tard, elle se reprit et offrit un léger sourire.
Lucas, je crois que vous vous trompez de personne. Je n'ai jamais utilisé ce nom. Vous me confondez probablement avec quelqu'un qui me ressemble. Je ne bronchais pas. Je la regardais droit dans les yeux et continuais, non, je ne me trompe pas. Je prononçais chaque mot lentement et clairement. Je sais aussi que vous avez simulé un mariage à Boston pour voler des biens. Je peux appeler la police maintenant si vous préférez régler cela légalement. La pièce devint silencieuse. Le visage d'Elisa pâlit, son sourire s'évanouissant comme s'il n'avait jamais existé. J'inclinai légèrement la tête, ma voix calme, comme si je lisais les termes et conditions d'un contrat. Si vous êtes innocente, vous n'avez rien à craindre. Vous pourriez engager un avocat, me poursuivre pour diffamation. Je serais plus qu'heureux de vous rencontrer au tribunal. Brandon se leva brusquement de son siège dès que j'eus fini de parler, sa paume frappant la table. Son visage rougit de rage. Vous essayez juste de ruiner tout ça. Jaloux. Personne ne se soucie plus de vous, n'est-ce pas? Vous êtes malade. Mon père cria presque, ça suffit. Êtes-vous fou, Lucas? Vous humiliez toute cette famille. Et ma mère, maintenant complètement désemparée, se leva et me pointa du doigt, sa voix tremblant de fureur. Je n'ai pas de fils comme vous. Sortez de cette maison tout de suite et ne revenez jamais. Je restai immobile quelques secondes, balayant lentement du regard la pièce, les visages que j'avais autrefois appelés ma famille. Tous se détournèrent. Je hochai la tête, sans colère sur mon visage, seulement quelque chose de plus calme. Puis je dis clairement, très bien. Mais souvenez-vous de ceci, je vous ai prévenu. Si vous vous faites arnaquer, ne venez pas courir vers moi. Je ne suis pas responsable de la stupidité des autres. Et sur ces mots, je me retournai et commençai à marcher vers la porte. Mais avant que je puisse l'atteindre, une voix retentit derrière moi sarcastique, aiguë, amère. Il est juste jaloux. Si vous alliez si bien, vous n'auriez pas besoin de vous tenir ici pour essayer de le prouver. Je m'arrêtai et me retournai. C'était l'oncle Tom, le cousin de mon père toujours le plus bruyant lorsqu'il s'agissait de juger, jamais le plus intelligent. Je ne dis rien. Je plongeai ma main dans la poche de mon manteau, sortis une carte de visite noire mat embossée en argent, et la posai doucement sur la table, juste devant lui, là où tout le monde pouvait la voir. Vous pouvez le vérifier vous-même, dis-je calmement. Le nom de la société est en haut. Cherchez-la sur Google. Consultez la section « À propos de nous, fondateurs et PDG ». Ou mieux encore, recherchez mon nom dans Forbes 30 Under 30, l'année dernière. Je n'attendis pas leur réaction. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de validation. J'ouvris la porte et sortis, laissant derrière moi une maison qui n'était plus un foyer, avec le sourire le plus doux et le plus libérateur. Ce soir-là, faute de vol disponible, j'ai réservé une chambre d'hôtel 4 étoiles au cœur de Manhattan pour passer la nuit. La chambre était calme, élégamment aménagée, rien de tape à accent grave-l'œil. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que je le pouvais, et parce que je le méritais. Je m'assis seul près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de la rue et le flux incessant de personnes qui se déplaçaient encore à travers la ville, même aussi tard. Je ne ressentais plus de colère, juste du vide, une sorte de douleur sourde qui n'avait pas de nom. Même après tout, il m'avait mis dehors et m'avait humilié et je ressentais toujours une pointe de tristesse. Il y avait encore une partie de moi, enfouie au plus profond, qui était autrefois un garçon qui voulait juste une famille typique, qui rêvait autrefois de s'asseoir à une table sans se sentir comme un étranger. Perdu dans mes pensées, je fus ramené à la réalité par la sonnerie soudaine de mon téléphone. C'était ma mère. Je n'ai pas décroché. Puis Brandon. Je l'ai laissé sonner, puis les messages ont commencé à affluer. Le premier était de ma mère. Son ton était complètement différent maintenant, doux, ému. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu dire ce qu'elle avait dit, qu'elle s'était simplement trop énervée. Elle m'avait toujours aimé, mais chacun montre son amour différemment. Que la famille est toujours la famille, et que j'aurai toujours une place dans cette maison. Quelques minutes plus tard, Brandon m'a envoyé un message. Il a admis qu'il avait peut-être raison au sujet d'Elisa, que les choses devraient probablement être examinées. Mais ensuite, son ton a changé soudainement plus chaleureux, presque fier. Il m'a dit que j'étais impressionnant et qu'il était vraiment fier d'avoir un frère comme moi. Il a dit que ses amis parlaient de ma carte de visite comme d'un billet d'or. Puis un autre message de ma mère. Elle m'a rappelé que la cérémonie de fiançailles avait lieu le matin,
m'a dit de venir, au moins pour maintenir la paix, que ma présence rendrait tout le monde heureux. J'avais réussi maintenant, il n'y avait donc pas besoin de garder rancune. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Aucun message n'a dit que nous avions tort. Pas une seule excuse pour la façon dont il m'avait parlé, pour les insultes, pour m'avoir jeté dehors comme si j'étais rien, juste des mots sucrés, soigneusement choisis maintenant qu'il réalisait que j'avais de la valeur. J'ai éteint l'écran et j'ai posé le téléphone face contre table. Puis je me suis couvert d'une couverture et je me suis endormi. Léger, débarrassé de tout poids. La douce lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents le lendemain, mais je ne me suis pas donné la peine de les tirer. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, je me suis préparé une tasse de café lentement, et je me suis assis près de la fenêtre au 15e étage regardant la ville prendre vie en contrebas. Pas une seule fois l'idée d'assister à la cérémonie de fiançailles ne m'a traversé l'esprit, malgré leurs messages suppliants et leurs tentatives de réconciliation. Je savais que ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de valeur. Ils n'ont contacté que parce que mon nom avait maintenant du poids. J'ai enfilé une chemise impeccable, j'ai fait ma valise sans hâte, et j'ai vérifié la confirmation de vol que j'avais réservée la nuit précédente. Puis, à 10 heures précises, les messages ont recommencé à affluer. Mais cette fois, ils n'étaient plus doux. Plus de prétention, plus de fierté et juste de la panique. Le premier était de ma mère, son ton frénétique, Lucas, Elisa, elle est partie, l'argent aussi. Ton frère est en pleine dépression. Ton père est malade. S'il te plaît, rentre à la maison. Aide-moi. Aide la famille. J'ai posé le téléphone, j'ai fermé les yeux pendant quelques secondes. C'était exactement comme je l'avais prévenu et exactement ce que j'avais vu venir, mais il ne voulait pas me croire. J'ai repris le téléphone et j'ai tapé un seul message, j'ai réservé un vol. Je pars pour Boston à 14 heures. Pas plus. Pas de réconfort. Pas de promesse de retour. Parce que je savais que ce dont ils avaient besoin maintenant, ce n'était pas moi, ils avaient besoin d'une bouée de sauvetage, mais je ne suis plus cette bouée de sauvetage. Je suis juste celui qui les a prévenus, et maintenant je m'en vais, comme je l'ai fait il y a 10 ans. Une semaine plus tard, la vie était revenue à son rythme habituel. J'étais dans mon bureau au 18e étage du bâtiment Téchor, le siège de la société que j'ai cofondée. Chaque coin, chaque bureau de cet espace portait le poids des nuits blanches, des années passées à construire quelque chose à partir de rien. L'écran affichait une cascade de chiffres et des modèles d'analyse du marché en direct, les données se mettant à jour en temps réel. J'étais en réunion stratégique interne lorsque le téléphone de bureau a sonné. C'était la réception en bas. La voix de la réceptionniste était douce mais incertaine. Monsieur Lucas, il y a 3 personnes dans le hall. Elles disent que ce sont vos parents et votre frère. Elles aimeraient vous voir. Je me suis figé un instant. Je m'y attendais lorsqu'Elisa a disparu avec l'argent, lorsque la vérité les a frappés, lorsqu'ils ont finalement réalisé que je n'essayais pas de saboter qui que ce soit mais de les prévenir. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent me chercher. J'aurais pu dire non. J'aurais pu demander à la réceptionniste de les renvoyer, mais je savais mieux. Ils ne s'arrêteraient pas aujourd'hui, alors demain, pas ici, alors à mon appartement, ou ailleurs. J'ai poussé un léger soupir, j'ai posé mon stylo sur le bureau, et j'ai répondu, envoyez-les. Salle de conférence, 18e étage. Laissez-les attendre 5 minutes. Je me suis levé, je suis entré dans les toilettes, et je me suis regardé dans le miroir. J'ai redressé ma cravate, j'ai lissé les poignets de mon costume pas pour eux, mais parce que je voulais qu'ils voient clairement qui j'étais devenu, l'homme qu'ils avaient autrefois mis de côté, maintenant debout dans un endroit où ils n'avaient jamais imaginé qu'ils puissent atteindre. Lorsque je suis entré dans la salle de conférence privée, ils étaient déjà là. Mon père était assis à la tête de la table, arborant cette expression sévère familière, mais ses yeux, il y avait quelque chose de différent en eux. Ma mère s'est levée la première, réussissant un sourire forcé. Ses mains tremblaient légèrement, comme si elle allait faire un pas en avant. Brandon se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Il tourna la tête lorsque j'entrai. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, leur faisant signe d'aller de l'avant, et ils l'ont fait. Ma mère a jeté un coup d'œil dans la pièce, ses yeux se sont attardés sur l'intérieur élégant, une pointe d'admiration derrière sa curiosité. Votre bureau, c'est impressionnant, a-t-elle dit. Je n'ai jamais été dans une entreprise aussi élégante auparavant. Mon père s'est éclairci la gorge,
a hoché la tête lentement tout en regardant les écrans muraux intégrés, puis s'est tournée vers moi. Je dois admettre que vous avez fait plus que je ne l'aurais jamais cru. Ceci, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut construire. Brandon a esquissé un demi-sourire, un demi-rire. Vous êtes un PDG, hein? Au début, je pensais que tout ce qui était en ligne était peut-être exagéré. Je n'ai rien dit. Je suis resté assis là, les doigts légèrement entrelacés sur la table devant moi, les observant calmement, comme si j'écoutais un rapport d'état. Ils ont continué. Ma mère s'est lentement assise, ses yeux plus doux maintenant, plus suppliants que fiers. Vous savez, quoi que j'ai dit à l'époque, au fond, j'ai toujours cru que vous réussiriez. Je suis fier de vous, Lucas, vraiment. Mon père a suivi, sa voix basse, essayant de paraître sincère. Peut-être étions-nous un peu trop rigides, mais en vous voyant maintenant, le chemin que vous avez parcouru, je suis fier. Je n'ai toujours pas parlé, pas de hochement de tête, pas d'assurance, juste un léger sourire, un sourire sans joie, sans pardon, juste la paix. Parce que, pour la première fois de ma vie, je pouvais m'asseoir là et écouter sans avoir besoin de rien prouver. Quelques minutes se sont écoulées après qu'ils eurent fini de décharger leurs compliments soigneusement polis. Je me suis légèrement penché en arrière dans ma chaise, les bras croisés, et je suis intervenu calmement, très bien, allons droit au but. Tous les trois se sont figés. L'air de la pièce s'est déplacé, comme si quelque chose de fragile s'était finalement brisé. Les masques qu'ils avaient si soigneusement portés commençaient à se défaire. Mon père a été le premier à parler, sa voix plus basse maintenant, dépouillée de sa fierté antérieure. La maison, elle est sur le point d'être saisie par la banque. Tout ce que nous avons hypothéqué pour investir avec Elisa, tout est parti. Brandon a suivi, n'essayant plus de paraître optimiste. Mes 200 000 $, anéantis. Je n'ai plus rien. Je dois recommencer. Ma mère a posé sa main doucement sur la table, levant les yeux pour me rencontrer. Notre famille a besoin de toi, Lucas. Tu es le plus prospère. Tu pourrais racheter la maison et faire en sorte que ton père et moi ne nous retrouvions pas dans la rue. Et peut-être aider Brandon, juste assez pour qu'il puisse se relever. J'ai levé un sourcil. Mon ton était régulier et précis. Comment voulez-vous que je vous aide? Mon père me regardait droit dans les yeux, sans même cligner des paupières. Racheter la maison. Soutiens-nous avec 2 000 $ par mois. Considère cela comme le remboursement de ton éducation. Quant à Brandon, donne-lui 300 000 $ pour repartir à zéro. Ou si c'est plus logique, offre-lui une petite part dans ta société. Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, j'ai ri. Pas poliment, pas avec courtoisie. J'ai ri fort, crûment, sans filtre, le genre de rire qui avait été enfoui au plus profond de ma poitrine pendant des années, peut-être des décennies, le genre de rire qui survient lorsque l'ironie brûle trop fort pour rester silencieuse. Puis je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai lentement sorti mon téléphone de la poche de mon costume, les yeux toujours rivés sur les leurs. J'ai tapé un nom familier, et avant la deuxième sonnerie, j'ai parlé dans le récepteur, faites-le entrer. La porte de la salle de conférence s'est ouverte presque immédiatement. Un grand homme en costume noir est entré, portant un classeur en cuir. Son visage était impassible, ses yeux perçants. Monsieur Harris, mon conseiller juridique. Il a scanné la pièce, l'expression impénétrable, puis s'est tourné vers moi et a légèrement hoché la tête, attendant. Je me suis retourné vers ma famille. Leur visage avait changé, la confusion se transformant en quelque chose de plus proche de la terreur. Lorsque la réception m'a dit que vous étiez là, j'ai appelé mon avocat, ai-je dit, ma voix plate, froide. J'avais le sentiment que cette visite ne portait pas sur des excuses, et j'avais raison. Vous n'êtes pas venu ici pour faire la paix. Vous êtes venu pour de l'argent. J'ai posé les deux mains sur la table, me penchant légèrement en avant, mon sourire disparu, mes yeux durs. Et pour la première fois, c'était eux qui étaient assis en silence. C'était eux qui attendaient d'être jugés. Harris a fait un pas en avant pour se tenir à côté de moi, son classeur toujours fermé, car il n'avait pas besoin de l'ouvrir. Sa présence à elle seule disait tout. Il a jeté un coup d'œil aux trois personnes assises en face de nous et a parlé d'une voix calme et nette, précisément le genre de ton utilisé par quelqu'un habitué à faire taire les personnes qui ont de mauvaises intentions. Tout d'abord, permettez-moi de déclarer clairement, mon client, Monsieur Lucas Adams, n'a aucune obligation légale envers les personnes présentes. Il a fait une pause. Il y a eu un silence aigu. Son regard les a traversés comme une lame.
Toute tentative ultérieure d'exercer une pression, de demander un soutien financier ou de faire des insinuations sous prétexte de famille, à partir de ce moment, sera considérée comme du harcèlement. Et si cela continue, nous n'hésiterons pas à porter plainte devant les tribunaux. La pièce s'est épaissie de tension. Personne n'a osé interrompre. Monsieur Harris a ensuite indiqué du doigt le coin de la pièce. Cette salle est sous surveillance vidéo et audio active. Si des rumeurs fausses ou des déclarations diffamatoires sont répandues après cette réunion, en particulier celles qui pourraient nuire à la réputation de Monsieur Adams ou à la position de son entreprise, nous engagerons des poursuites judiciaires pour diffamation et atteinte intentionnelle à la réputation. Au moment où ces derniers mots ont retenti, les visages en face de moi ont changé. Ils savaient que le jeu était terminé. Le visage de ma mère est devenu rouge. Elle a serré les dents et a lancé, « Alors maintenant que tu as réussi, tu penses être au-dessus de tout le monde ? As-tu oublié qui t'a mis au monde, toi, petit ingrat ?» Brandon a claqué sa main sur la table. Tu gagnes un peu d'argent et soudainement tu tournes le dos à ton sang ? Tu penses être meilleur que nous ? J'ai légèrement incliné la tête comme si je venais de me souvenir de quelque chose, puis je me suis tourné vers Monsieur Harris et j'ai demandé, tout à fait composé, les insultes verbales et la diffamation de caractère prises sur des images de sécurité privée, cela tiendrait-il devant les tribunaux ? Monsieur Harris n'a pas hésité. Il a fait un seul signe de tête ferme. Plus cassé. En une fraction de seconde, leur rage s'est transformé en confusion. Le visage de mon père est devenu pâle. Ma mère est restée silencieuse. Et pour la première fois, Brandon a baissé les yeux, sans voix. Aucun d'eux ne s'est excusé. Aucun d'eux n'a exprimé de regret. Mais ils se sont levés rapidement et ont quitté la pièce en courant, glissant devant Monsieur Harris comme s'il était un mur qu'ils avaient peur de frôler. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger clic. Je ne me suis pas retourné, parce que cette fois, ce n'était pas moi qui m'éloignais en silence. C'est moi qui ai mis fin à tout ça. Certains diront que j'étais froid, que j'étais égoïste, que j'étais cruel d'avoir tourné le dos à ma propre famille dans leur moment de désespoir. Certains pourraient demander, pourquoi n'avez-vous pas posé de conditions ? Pourquoi ne pas leur faire signer la maison avant de les aider ? Pourquoi ne pas leur donner une chance de réparer les choses ? Je comprends. De l'extérieur, cela semble probablement simple. J'ai de l'argent, eux non, et j'ai choisi de ne pas aider. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est ceci, pendant les 10 années où je me suis battu pour survivre, pour m'élever de rien, aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. Pas un seul texto, pas un seul appel, pas un seul mot d'encouragement. J'ai construit toute ma vie à partir de zéro, seul. Et maintenant, alors que j'ai enfin quelque chose dont ils ont besoin, ils ne sont pas revenus pour moi, ils sont revenus pour ce que je pouvais leur donner. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un choix de ne plus être impliqué. Et cela, pour moi, est la plus grande liberté que j'ai jamais acquise. En fin de compte, j'ai appris quelque chose de précieux, la famille ne signifie pas toujours l'amour. Certaines relations, si elles vous coûtent votre dignité et votre tranquillité d'esprit, sont mieux laissées pour compte. Vous pouvez pardonner, mais vous n'êtes pas obligé de porter le poids. Vous pouvez être gentil, mais vous n'avez pas à être une bouée de sauvetage pour ceux qui vous ont autrefois tourné le dos. Et avant de clore ce chapitre, je veux vous demander, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait ? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Merci de votre écoute.